je me suis retrouvé par terre, dans un brouillard total. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé pendant un moment. Bernard Khoury, le 4 août à 6 heures, où vous étiez? Ici, Ici, à quelques mètres du port. je suis à quelques centaines de mètres du port, oui. Et comme j'ai l'habitude d'ouvrir les fenêtres quand j'entends des explosions, c'est un réflexe de guerre. Donc on a entendu la première, déflagration. J'ai pris un peu de temps pour aller commencer à ouvrir mes baies vitrées. Et je me retrouve devant une menuiserie coincée. Et pendant que je me battais avec le loquet de la menuiserie, je me suis retrouvé par terre, dans un brouillard total, parce qu'on était dans le souffle, on était dans le diamètre de combustion de l'explosion. Et bon, il m'a fallu quelques secondes pour me rendre compte que j'étais encore vivant. On était une quinzaine de personnes. Et voilà, et des dégâts matériels considérables, mais rien d'irrécupérable. Et à ce moment-là, avec l'équipe, de voir si tout le monde va bien et ce qui se passe, et de réaliser ce qui s'est passé, et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé pendant un moment, parce que dans un premier temps, il s'agissait de voir, parce qu'il y avait pas mal de sang autour de nous, donc on essayait de voir ce qui se passait, d'évaluer les dégâts dans un premier temps par rapport aux blessures des uns et des autres. Personne n'a été très gravement touché, c'est des points de suture, des choses comme ça, des tendons coupés. Et donc je suis quand même resté jusqu'au bout, j'ai évacué tout le monde. On n'avait plus de courant, l'eau pissait de partout. J'ai quitté le bureau une heure et demie après l'explosion, sans avoir toujours très bien compris ce qui s'était passé. Dans un premier temps, on croyait que c'était le forum de Beyrouth, qui avait reçu un missile, parce qu'il est face à nous, donc, et on l'a vu complètement déchiqueté. Puis les téléphones ne marchaient plus. Puis je commence à comprendre de mes collègues que les hôpitaux ne recevaient que les cas extrêmement graves. Et voilà, enfin, c'est un peu comme quand on se reçoit un coup de poing. Dans un premier temps, il faut un certain temps pour se remettre du chaos. Mais c'était plutôt rapide. Je dirais qu'on a eu un bond d'énergie incroyable les jours suivants, en ce qui me concerne. Une sorte d'instinct de survie. Et ça vous a pris combien pour réaliser tout ce qui s'est passé et la grandeur de cette... Je crois qu'on n'a toujours pas réalisé. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourra réaliser. Je ne sais pas. Et quand vous êtes rentré au Liban, après la guerre, Ouais. votre premier projet, qu'est-ce qu'il y avait derrière, le message derrière votre premier projet? Quand je suis rentré au Liban au début des années 90, plus exactement en 93. Et j'ai produit entre 93 et 98 16 projets avortés, donc 16 projets qui n'ont pas été construits, avant le premier qui a été construit. C'est un peu comme une femme qui tombe enceinte 16 fois et qui avorte 16 fois avant de mettre au monde un enfant. Donc c'était très, très difficile. Mais la majorité de ces 16 projets étaient en fait à contresens de ce qui se passait à l'époque. On était dans une période, d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté au début des années 90, dans une période, je dirais, amnésique. Une période d'amnésie. Et donc mes projets, enfin, ce que mon architecture exprimait était à contresens de cette amnésie. Ce n'est que donc 5 ans après mon retour que je finis par construire mon premier projet, qui était la 17e tentative, qui était une boîte de nuit. Et donc pas du tout dans le registre de ce que je m'attendais à faire, parce que dans un premier temps, je m'attendais à construire des projets institutionnels. J'étais dans une optique et d'une culture de reconstruction, comme beaucoup de jeunes gens de mon âge. Sauf que la reconstruction n'a jamais vraiment eu lieu. On n'a pas reconstruit nos institutions. Donc les projets publics, les commandes publiques qui suivent, ou qui sont le produit de commandes institutionnelles, n'ont pas suivi dans les années 90. Il n'y a pas eu de musée, il n'y a pas eu d'écoles publiques, effectivement vraiment construites, d'hôpitaux, d'écoles, des choses comme ça. Donc je me replie sur le secteur privé, et en fait, l'histoire de ma carrière post-guerre au Liban commence avec un chapitre qui, a priori, n'est pas nécessairement glorieux, qui est dans la nuit, dans la débauche, dans l'entertainment. Mais ce qui est très intéressant, fait revivre un peu cette, oui, mais ce qui est très intéressant à Beyrouth, c'est que
quel que soit le sujet que vous abordez, les questions politiques remontent en surface très très rapidement, elles deviennent inévitables. Donc même dans un sujet de boîte de nuit, le fait de se retrouver sur le site où s'est construite cette boîte de nuit nous a contraints d'abord à faire face et à répondre de manière, je l'espère, honnête à des questions de mémoire qui hantaient ce site. Et je dirais sans doute que pratiquement tous les projets que j'ai travaillés sur Beyrouth avaient de manière sous-jacente, parfois ou de manière flagrante, traité de sujets politiques brûlants, explosifs parfois. Et c'est pas que je le cherchais, c'est que c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y avait à chaque fois un message où affronter la réalité du Liban, de Beyrouth, de l'après-guerre, d'accepter, de ne pas accepter. Je suis un architecte contextuel. Je n'ai pas des croyances, je ne crois pas, je n'ai pas des certitudes quand j'aborde un sujet. Donc je suis quelqu'un qui développe des projets vraiment contextuels. Je crois que la force d'un projet découle de sa capacité à produire du sens dans une situation précise, sur un site précis. Donc forcément, à Beyrouth, vu que j'espère ne pas travailler mes sujets de manière superficielle, ni de traiter mes contextes de manière superficielle, voilà, on se retrouve très souvent face à des questions politiques et parfois existentielles. Beyrouth, après le 4 août, Ouais. quand Bernard Khoury regarde les immeubles, regarde Beyrouth, regarde ce qui est resté de ces immeubles, de ces maisons, qu'est-ce que vous ressentez? Avant d'arriver aussi à l'immeuble phare qui à chaque fois qu'on passe à côté de cet immeuble, on ressent tout ce qu'on a ressenti le 4. À chaque fois qu'on passe de l'immeuble que vous avez fait en face du port, ça nous refait vivre ce moment et il y a quelque chose en nous qui nous... Je crois qu'il est nécessaire qu'on puisse construire du sens des événements que nous avons vécus. C'est extrêmement important et ça s'applique à l'architecture. Je crois que l'architecture amnésique n'est pas une architecture intéressante, n'est pas une posture politique intéressante. Et j'espère qu'on pourra produire du sens, qu'on pourra célébrer de manière positive, constructive, pas toujours sucrée, parfois amère, mais néanmoins intéressante. On pourra produire des situations intéressantes et faire du travail intéressant, parce que la convalescence peut être joyeuse, peut être positive. Il ne faut pas regarder les choses de manière toujours négative. Donc voilà, je vais être optimiste, sinon je ne serai pas là, malgré tout ce qui se passe. Nous traitons actuellement justement l'immeuble voilà, qui est en face du port. Cet immeuble qui est en face du port, qui est en train première de le ligne. retravailler? Oui. Alors c'est probablement une des structures les plus visibles après le silo, en termes de dégâts de l'explosion du 4 août. Nous sommes en train ça fait quelques mois qu'on est en train de travailler de manière très assidue, très sérieuse, sur la convalescence de ce bâtiment. Il sera réécrit de manière différente, parce qu'il pas de la même façon. Sûrement pas, parce qu'il ne peut plus être ce qu'il était. Et j'espère qu'il en sortira plus fort, avec plus de signification, pour faire les choses simples. Quelle signification? La signification de ça. Quel message vous voulez faire parvenir? Les façades du bâtiment dont je suis responsable vont se composer autour des soutures qui vont réanimer cette façade, qui vont la restaurer. Donc c'est presque un phénomène chirurgical, presque médical, qui se traduit en une architecture et qui finalement va ressembler à des broderies à une maille très délicate, très sensible, beaucoup moins opaque et beaucoup moins lisse qu'elle ne l'était avant le drame. Et elle sera sans doute plus belle. Cette chirurgie qui sera sans doute plus belle, Beyrouth, elle redeviendra plus belle, on va revoir, vous pensez, Beyrouth d'une façon... Je ne voudrais pas la revoir, Beyrouth, telle qu'elle était, une fois de plus.
Je voudrais la revoir plus intelligente, plus pertinente, plus costaud, plus consciente, plus lucide, plus complexe dans ses expressions et dans ses représentations. Je suis en guerre contre cette ville contre les représentations de cette ville qui ont trop souvent été trop superficielles à mes yeux. Je crois que Beyrouth, l'intérêt de cette ville est dans sa complexité et parfois dans ses contradictions. Il faut les reconnaître dans un premier temps. Et voilà. Vous étiez en train de me parler de la maquette qui est là. Vous Oui. êtes en train de travailler sur cette maquette. Alors, la convalescence du bâtiment dont on parlait face au port, cet exercice architectural, chirurgical, comme tu l'as dit, qui est sans précédent pour moi, et je crois, je ne connais pas de précédent direct, je vais dire, à ce genre de procédure, surtout quand on opère sur son propre bébé, parce que c'est un bâtiment que j'avais conçu qui est relativement jeune, qui n'a pas 10 ans encore. Donc voilà, je prends ce sujet à la Biennale d'architecture de Séoul, qui aura lieu en septembre. Et le titre de l'installation, c'est Stitching the Skyline en anglais. Et ça consiste en une maquette qui fait 4 mètres de diamètre, qui est une reproduction à une échelle réduite, à l'échelle 1,750, du diamètre de combustion de l'explosion du 4 août. Donc ce qui est couvert par la maquette était en fait à l'intérieur du diamètre de combustion. Au-delà des 3,2 km ou 1,6 km du centre, c'était du souffle. Mais dans un premier temps, nous par exemple ici, on était encore dans la combustion de l'explosion. Vous vous rendez compte un peu de la puissance de la déflagration. Il se fait que j'ai plusieurs bâtiments dans ce diamètre, mais celui qui était le plus proche... Combien ont été touchés? De manière très grave, 3, qui étaient en première ligne. Celui-ci était carrément devant, c'est-à-dire que dans les évaluations scientifiques qui ont été faites de l'explosion, le silo était un site qui a été étudié. Notre bâtiment venait en deuxième ligne pour mesurer en fait les forces de l'impact. Donc, mon projet a commencé justement par une évaluation très très précise des forces de l'impact sur toutes les surfaces des façades. Et c'est de là qu'a été, tout comme on le fait dans une intervention chirurgicale où on scanne le corps avant l'intervention, il fallait très très bien comprendre l'intensité des dégâts. Et c'est à partir de là qu'on a traduit ça dans une géométrie extrêmement complexe, de manière presque scientifique. Et cela se traduit finalement par des soutures métalliques sur les façades. Le prochain projet de Bernard Khoury? Il y en a plusieurs en cuisine. Ici, est-ce qu'il y a un projet qui va faire parvenir un message après tout ce qui s'est passé? J'espère que celui-là, déjà de sa visibilité et du sujet qu'il traite, qui est en rapport justement donc avec Mais qu'est-ce que le vous drame avez du 4 envie? août. Qu'est-ce que vous avez envie? Si maintenant vous voulez faire un projet, un cri, quelque chose, qu'est-ce que vous avez envie de représenter? Quel cri, quel message? Je n'ai jamais été dans la certitude d'un seul message ou d'une seule posture claire et simple. Je crois que en architecture, tout comme en politique, il faut savoir traiter les sujets de manière très spécifique. Je ne suis pas très ami avec la théorie et les grands slogans. Je suis beaucoup plus intéressé par le changement par itération. Donc vraiment de manière méthodique et de manière très stratégique, en abordant chaque sujet dans la mesure où on en a les moyens, de manière très précise et de manière très pragmatique. Et comment vous pouvez nous faire? Parce qu'à chaque fois, on ressent dans vos immeubles et vos projets qu'il y a un message et qu'on est en train d'affronter quelque chose ou de reconnaître quelque chose. On ressent ça. On ressent qu'il y a la guerre, Oui, le Liban, l'histoire du Liban qui se retrace. Oui, je crois que j'aimerais décrire mon architecture comme une architecture de situation et non pas une architecture contemplative. Je suis beaucoup plus dans l'architecture de l'expérience que dans la contemplation. Donc beaucoup de mes projets, je l'espère tous, sont des projets qui dressent des situations, qui vous mettent dans des situations. Et chaque situation que je construis, chaque narrative que je construis en fonction du contexte, je l'espère, devrait produire du sens ou devrait produire une prise de position par rapport à certaines conditions auxquelles je fais face dans chaque projet.
que ce soit une commande résidentielle qui, pour la plupart des architectes et pour la plupart des critiques, peut sembler être apolitique. Non, elle est très politique dans mon sens. Que ce soit la réhabilitation d'un bâtiment qui a été touché par l'explosion du 4 août, que ce soit une boîte de nuit, un restaurant, ou que ce soit mon rapport avec une banque, il reste très politique. Vous gardez l'espoir. Bien sûr. Et votre message aux jeunes Libanais ou Moi, je suis... aux jeunes d'architecture je fais partie des soldats qui aiment être en première ligne. Voilà, si je cherchais le confort, je crois que j'aurais quitté ce pays depuis très longtemps. C'est le seul conseil que j'ai à donner à ceux qui ont envie de l'entendre. Beyrouth n'est pas une ville confortable, même si elle a été dépeinte de la sorte. Beyrouth n'est pas une ville sucrée, même si elle a été souvent dépeinte de la sorte. Beyrouth est une ville qui ne vous laisse pas dormir, qui vous garde éveillé. Elle est épuisante, elle peut être très violente, très moche, elle peut sentir mauvais, mais elle peut avoir un charme fou, elle est extrêmement complexe.